Il est 9 h, c'est l'invité de la matinale. Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UDI, coprésident du groupe UDI Agir et Indépendant ici à l'Assemblée, député de Seine-Saint-Denis. Emmanuel Macron est ce matin à Calais. Le président doit-il dénoncer les accords du Touquet ? Je crois en tout cas qu'il doit lancer une vraie négociation avec la Grande-Bretagne, à deux titres. D'abord parce que la Grande-Bretagne était membre de l'Union européenne lorsque Nicolas Sarkozy, ce sont les accords du Touquet, a décidé que nous devenions les gardes-frontières de la Grande-Bretagne. Et puis, elle n'est plus membre de l'Union européenne. Et on ne peut pas continuer à, sur notre territoire, en réalité, accueillir toutes les difficultés, toutes les misères, mais aussi tous les drames, tous les dangers que ça représente, sans que la Grande-Bretagne se montre coopérative. Déplacer la frontière ou trouver un accord au Touquet ? Nous ne pouvons pas être les gardes-frontières de la Grande-Bretagne, qui par ailleurs n'est plus ou ne sera plus membre de l'Union européenne. Les rapports, les relations ne sont pas les mêmes. Et il n'y a pas de solution en réalité à Calais. On l'a vu, je crois, sous le quinquennat de Sarkozy, sous le quinquennat de Hollande, et on le voit aujourd'hui dans le début du quinquennat Macron. On ne peut pas trouver une solution si les Anglais ne participent pas à ça. Pourquoi je dis ça ? Est-ce qu'on retient les migrants à Calais ou est-ce qu'on les laisse passer ? Parce que les gens qui sont là, ils ne souhaitent pas rester en France. Et si la Grande-Bretagne n'est pas d'accord pour être coopérative, et c'est pas seulement donner de l'argent être coopérative, c'est traiter les demandes. Il y a des gens qui veulent aller en Grande-Bretagne qui vont être acceptés, c'est pas la peine qu'ils restent dans des conditions déplorables et qui détruisent toute capacité de développement de la ville de Calais, il faut s'en souvenir aussi, alors qu'ils ont vocation à aller en Grande-Bretagne et que la Grande-Bretagne a peut-être vocation à les accepter. Est-ce qu'il faut les laisser passer ? Si la Grande-Bretagne ne se montre pas compréhensive, oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron manque d'humanité avec les migrants ? Je ne crois pas. Ce procès en humanité est permanent dès qu'un responsable politique essaye de rappeler une phrase que par ailleurs tout le monde applaudit, celle de Michel Rocard, on ne doit pas accueillir toute la misère du monde et en prendre notre part. Quelle est notre part ? Les personnes qui sont en danger, et notamment en danger de mort, de répression politique dans leur pays, ont droit à l'asile en France. C'est la tradition et l'honneur de notre pays, et là-dessus il n'y a même pas, de mon point de vue, de quota. Mais ça veut dire aussi que toutes celles qui connaissent des difficultés chez elles pour des raisons économiques, sociales, et qui souhaitent venir avoir un avenir meilleur, n'ont pas vocation à s'installer en France. Le droit d'asile, j'aimerais qu'on le dise, ça veut dire oui à ceux qui sont en danger, et c'est le droit de dire non à ceux qui ne le sont pas. Et donc je ne crois pas qu'il y ait un manque d'humanité, et je suis très largement sur la ligne de Gérard Collomb. Il faut, en réalité, être capable, pour sauver le droit d'asile, de dire oui à ceux qui en ont vraiment besoin, et de renvoyer chez eux ceux qui en réalité ne cherchent qu'une amélioration de leur situation économique. Parce que dans ces cas-là, il y a des millions, des centaines de millions de personnes qui sont dans ce cas dans le monde, chercher à quitter son pays où ils n'arrivent plus à vivre. De ce point de vue-là, je préfère qu'on soit dans la coopération et dans le développement notamment de l'Afrique, qui est une urgence et qui devrait être une urgence européenne, plutôt que dans la naïveté qui fait que finalement, on finit par accepter tout le monde parce qu'on ne sait plus faire le tri entre ceux qui sont en danger et ceux qui ne le sont pas. Vous parlez de tri. Et bien sûr, c'est un tri. Attendez, vous faites une demande de droit d'asile. Est-ce que ça veut dire que vous avez le droit automatiquement ou est-ce qu'on peut examiner votre situation et dire oui ou dire non ? Si on dit non, si on dit oui et qu'on dit non, ça veut dire qu'on a fait un tri entre ceux qui étaient en danger et ceux qui l'étaient pas. Donc vous êtes d'accord avec cette circulaire Collomb ? Les associations, elles dénoncent justement ce tri qui est fait dans les centres d'hébergement, jusqu'ici gérés par les associations. Le travail des associations, il est parfaitement respectable, honorable et utile. Mais les associations, elles ont aussi une forme idéologique de laisser passer tout le monde. Ceux qui sont en danger comme ceux qui ne le sont pas. Eh bien moi je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Et la circulaire, le débat dessus me choque. Je vais vous dire pourquoi. Si on décide que dans un centre d'accueil et d'hébergement, on ne peut pas vérifier qui est là, quelle est son identité, quel est son parcours, pourquoi il est venu en France, ça veut dire qu'en réalité on a le droit de les héberger, de les nourrir, mais pas de savoir qui ils sont. Mais de qui se moque-t-on ? Mais la philosophie de cette circulaire, est-ce que c'est pas pour justement que les déboutés du droit d'asile puissent plus facilement rentrer chez eux aussi, de mieux les identifier ? Mais c'est une nécessité. Attendez, vous venez dans la même phrase de démontrer, me semble-t-il, que j'ai raison. Il y a ceux qui sont acceptés au droit d'asile, ils doivent rester le moins de temps possible dans ces centres pour être le plus rapidement possible intégrés dans notre pays. Et il y a ceux qui sont déboutés. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne cherche pas à les identifier pour qu'ils restent ici, mais on crée une situation de non-droit, on crée même une situation qui, au bout d'un certain temps, est inhumaine. On ne veut pas de vous, mais on ne vous raccompagne pas chez vous.
Dans ces cas-là, ça veut dire qu'en réalité, il y a des gens de façon sous-jacente dans cette idée qui disent en réalité, on ne veut pas de vous, mais on va vous accueillir quand même. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là parce qu'on va finir par créer un tel rejet dans l'opinion des Français que même ceux qui sont en danger de mort, on ne les accueillera plus. Moi, je préfère qu'on soit franc du collier, qu'on dise tous ceux qui traversent, par exemple, la Méditerranée avec la guerre en Syrie qu'on a vu ou pas vu en réalité mourir sur des bateaux parce qu'ils étaient en danger de mort chez eux, ceux-là ont leur place en France et d'ailleurs en Europe. Les autres, on peut parfaitement comprendre qu'ils cherchent à entrer par tous les moyens dans un pays où ils ont plus de chances de trouver un emploi, etc. Mais on ne peut pas les accueillir. Est-ce qu'il n'y a pas un tournant sécuritaire quand on voit que les chiffres qui sont tombés ce matin montrent qu'il y a eu plus d'expulsions en 2017 que de titres de séjour ? Pardon madame, je ne vois pas de tournant sécuritaire et je ne pense pas en l'occurrence que ces chiffres reflètent la réalité. Il y a 200 000 personnes qui rentrent chaque année dans notre pays, à un titre ou à un autre, visa de regroupement familial, visa, comment dirais-je, étudiant ou régularisation, etc. 200 000. Il n'y a pas 200 000 expulsions en France. On va écouter Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui a pris la parole sur ce sujet ce matin. Vous réagissez juste après. Cette situation est trop difficile et c'est trop sérieux pour avoir une pensée binaire sur le sujet disant on ouvre les frontières à tout bout de champ ou au contraire on ferme tout et vous verrez ce sera zéro. C'est ça et ça. En même temps, on assume à la fois d'être dans l'humanité et dans la fermeté. Après-demain. Un langage qui paraît clair, là, pour Benjamin Griveaux. Vous savez, nous, à l'UDI, on n'a jamais justement un discours binaire, donc je partage ce qu'il dit. On peut accueillir ceux qui ont droit et qui sont la tradition de notre pays et refuser ceux qui n'y ont pas droit. Sinon, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui, dans leur pays, demandent un visa pour arriver en France? À eux, on leur dit non, et à ceux qui ont réussi à franchir la frontière illégalement, on leur dit oui. Mais il n'y a pas eu un double langage d'Emmanuel Macron pendant la campagne quand il saluait l'arrivée d'1 million de migrants en Allemagne par Angela Merkel? Je ne sais pas s'il y a eu double langage. Moi, ce que je vous dis, c'est que d'abord, il y a des problèmes différents. Et nous, à l'UDI, nous militons pour que l'Europe ait une politique commune en termes de migration. Commune, ça ne veut pas dire unique. L'Allemagne va avoir besoin de centaines de milliers de travailleurs venant de l'étranger, de l'Europe et d'en dehors de l'Europe, parce que sa démographie est faible, qu'ils n'ont plus de jeunes pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Nous n'avons pas ce problème-là en France. Et c'est pourquoi il faut revoir non seulement les accords de Schengen, mais de notre point de vue, créer un ministère des migrations, comme ça existe au Canada, qui est un État fédéral, où chaque État, le Québec, l'Ontario, etc., dit, voilà, je vais avoir besoin de telle quantité de personnes venant de l'étranger, dans tel et tel secteur économique, et ensuite on le gère ensemble. Moi, je ne veux pas que ceux qui sont accueillis en Allemagne arrivent en France, parce qu'en Allemagne, on a besoin d'eux, et qu'en France, ce n'est pas le cas. On va parler justice. Nicole Belloubet est attendue ce matin à Vendin-le-Vieil, la prison où 3 surveillants ont été agressés par un détenu radicalisé la semaine dernière. Quelle réponse faut-il apporter d'urgence à ce malaise des gardiens de prison ? Alors la réponse d'urgence, elle est sans doute dans la prison, et elle est sans doute dans un certain nombre de directives qui ne laissent pas les gardiens en danger. Mais je ne crois pas à la solution d'urgence, pardon de le dire, on fait toujours ça quand il y a une crise. Ça fait plus de 30 ans qu'on met un budget totalement insuffisant, tout gouvernement confondu, dans à la fois notre justice et notre système pénitentiaire. Le résultat, il est qu'effectivement, vous avez épisodiquement des crises et des crises graves avec des gardiens agressés. Même là, il y a les crédits de la justice qui augmentent de 4% en 2018. Oui, mais 4%, madame, nous dépensons 2 fois moins que les autres pays européens dans notre justice. À coût de 4%, on n'est pas prêt d'y arriver. Et d'ailleurs, même sous Madame Taubira et même sous Sarkozy, il y a eu des augmentations. Simplement, elles restent pas du tout à la hauteur du sujet parce que une espèce d'hypocrisie française qui fait que on ne met pas d'argent dans notre justice, on attend qu'elle fonctionne. C'est vrai pour la justice et pas que pénale. Sur, par exemple, les procédures civiles, les divorces. J'ai vu ce que ça donnait dans mon département. Il y a 1 an de ça, il fallait 1 an et demi pour obtenir une audience, parce qu'il n'y avait pas de juge. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On construit des places sur les de gardiens de prison, parce que je veux faire un parallèle entre les gardiens de prison, les policiers et gendarmes et les magistrats. Je crois qu'on a un problème, vous parliez de virage sécuritaire, il n'y a pas de virage sécuritaire, on a un problème d'autorité de l'État et de respect de l'autorité de l'État, et que nous devons ici, dans notre Assemblée nationale, adopter une loi qui sanctuarise tous ces représentants de l'ordre. C'est-à-dire que porter atteinte à ces gens-là, lorsqu'il s'agit de policiers, de gendarmes ou de magistrats, doit valoir de la prison ferme et sans aucune remise de peine possible, ni d'ailleurs, on appelait ça des peines planchées, possibilité de discussion. Il faut savoir que... Il faut rétablir les peines planchées ? Sur l'agression vis-à-vis des policiers, des gendarmes, des magistrats et pour le compte des gardiens de prison, oui. Parce que si eux, qui sont la dernière autorité face à quelqu'un qui défie la loi, on ne les fait pas respecter, à ce moment-là, c'est fini. Et puis deuxième chose, pardon, quand des détenus s'en prennent à des gardiens de prison comme ça, arrêtons de
pinailler en permanence. Celui qui a commis une tentative de meurtre sur 3 gardiens de prison, qu'il soit à l'isolement purement et simplement, on va nous parler d'humanité. Moi, je veux d'abord que les gardiens de prison soient en sécurité. Il y a le président qui, hier, devant la Cour de cassation, a redit l'importance de l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'il faut conserver pour vous le lien hiérarchique qui existe aujourd'hui entre la chancellerie et les procureurs, les magistrats du parquet? Alors, ce sont deux choses différentes. Je suis favorable à l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. À l'inverse, le rôle entre le garde des Sceaux, le parquet, donc qui est un lien hiérarchique, est une question beaucoup plus compliquée. Si je peux me permettre de le dire en 2 mots. Soit vous avez un parquet qui suit les instructions du garde des Sceaux, et donc qui suit les instructions des représentants de la nation. Le garde des Sceaux, il est l'émanation du Parlement voté et élu par les Français. Et vous tenez une politique pénale qui correspond à ce qu'attendent les Français. Soit vous décidez que le parquet est totalement indépendant, mais à ce moment-là, plus personne n'a quoi que ce soit à dire sur ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, le type de politique pénale que vous appliquez. La politique pénale, c'est quoi? Tel type de délit, on met l'accent dessus, on met plus la répression, sur tel autre, un peu moins. Je pense que quand même, il y a une légitimité d'un gouvernement et d'un Parlement à exiger une politique pénale. En clair, le choix, il est entre un système tel que celui qu'on a aujourd'hui, où il faut garantir que le garde des Sceaux n'intervienne pas dans des affaires individuelles, mais fixe des lignes générales, ou alors le système américain, parce qu'à ce moment-là, il faut élire les juges. Vous savez, des juges absolument indépendants, y compris pour choisir ce qu'ils poursuivent ou pas, c'est dangereux parce que c'est des citoyens qui risquent de ne plus s'y retrouver. On va écouter Gérard Collomb qui s'est exprimé ce matin au sujet de Notre-Dame-des-Landes. Quelle que soit la décision du président de la République et du Premier ministre, la ZAD sera évacuée, Gérard Collomb? Elle sera en tout cas évacuée des éléments les plus radicaux, mais ce que nous voulons, c'est lui donner surtout un autre avenir. Et il y a toute une série de gens qui ont des projets sur la ZAD, donc qui sont prêts, le cas échéant, à pouvoir faire autre chose. Évacuation partielle de la ZAD. Est-ce que pour vous, il faudrait une évacuation totale de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? Moi, c'est un faux sujet. D'abord, c'est le signe d'une faiblesse invraisemblable de l'État. Constater la chose suivante. Toutes les élections municipales, départementales, régionales, législatives, sénatoriales et le référendum ont dit que la population souhaitait cet aéroport. À la limite, je ne juge pas le fond du dossier. Je constate que depuis 30 ans, tous les élus qui ont été aux manettes sont localement des élus qui défendaient l'aéroport. Et parce que un groupe de personnes, le plus souvent d'ailleurs pas du secteur, décide d'occuper une zone, ce qu'on appelle la zone à défendre, ce qui est ridicule comme expression, d'occuper cette zone, on décide que finalement on hésite et on tergiverse. Moi, je serais extrêmement déçu du fait qu'on ne réalise pas cet aéroport. Pas tant pour l'aéroport lui-même que pour respecter ce que les citoyens de notre pays ont voulu. Vous y préparez quand même ? Je ne sais pas, mais le discours que je viens d'entendre semble laisser craindre. Je vous dis pourquoi je trouve ça absolument détestable, c'est que dans ces cas-là, des zones à défendre, il y a des tas d'uluberlus qui vont nous en inventer tous les matins. Vous n'avez plus une décision municipale, plus une décision départementale, régionale ou nationale qui peut être prise. Je voudrais vous entendre sur Alain Juppé. La démocratie, c'est quand même à un moment donné, quand les citoyens votent, on accepte la règle. Sinon, vous n'êtes plus en démocratie, vous êtes dans le pouvoir de la force, voire le pouvoir médiatique d'un groupuscule face à la majorité. Ça, c'est plus de la démocratie. Alain Juppé a annoncé hier qu'il ne prendrait pas sa carte du Parti Les Républicains en 2018, qu'il prenait du recul jusqu'aux européennes de 2019. Est-ce que pour vous, cette décision était inévitable ? Bien sûr. Bien sûr. Il y a au sein de la droite un divorce entre deux droites. Il y a les Chiraciens, la droite traditionnelle, si j'ose dire, qui à la fois a fait son virage européen et qui respecte les valeurs républicaines, qui n'est pas en permanence obsédé par l'identité nationale, qui n'est pas dans une dérive identitaire et dans une dérive droitière. Et il y a au sein des Républicains une fracture qui s'opère. Je pense d'ailleurs que ce n'est que le début, parce que je vois beaucoup sur le terrain d'élus républicains qui ne peuvent pas porter cette dérive identitaire et ultra-droitière de M. Wauquiez. C'est votre point de vue aussi. Vous avez quitté
J'ai dit les choses très tôt et Laurent très Wauquiez. clairement, parce que d'abord, je pense qu'il vaut mieux poser les enjeux d'un débat dès le départ. La vision que Laurent Wauquiez a de notre pays, la vision qu'il a de la droite, n'est pas compatible avec nous. Il y a heureusement au sein des Républicains des gens qui ne pensent pas comme lui. Avec eux, on peut travailler, mais vous voyez que les uns et les autres, progressivement, quittent les Républicains. Pourquoi vous soutenez alors 2 candidats les Républicains pour des législatives partielles? Parce que ces candidats-là sont des candidats qui ne partagent pas cette vision et cette dérive sectaire. Vous verrez d'ailleurs que dans d'autres cas, il y aura d'autres décisions qui nous conduiront à affronter les Républicains. Et notamment pour les européennes? Non, je vous parle, moi, des élections législatives qui viennent. Il y a d'autres élections législatives qui se profilent. Donc vous ne soutiendrez pas tous les candidats les Républicains à ces prochaines élections législatives? Il n'y a plus d'alliance entre nous et les Républicains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Républicains. Vous savez, on va fonctionner de façon très simple. Nous soutiendrons les gens qui sont les plus proches de nos idées. Et pas par étiquette. Et il se trouve qu'un certain nombre de Républicains sont en train très largement de s'éloigner de nos idées, voire, pour dire les choses concrètement, de choisir le divorce avec nous. C'est leur choix, c'est leur droit, nous l'assumons. Et notamment pour les européennes, est-ce que vous vous reconnaissez, vous, dans la vision de Laurent Wauquiez? J'imagine que non. Est-ce que du coup vous êtes prêt à faire une liste commune avec La République En Marche? Alors, première chose, évidemment que nous ne nous reconnaissons pas dans la vision de Laurent Wauquiez, qui a écrit un bouquin sur l'Europe, qui grosso modo revient à la destruction de l'Europe sous prétexte de la reconstruire. Nous croyons au contraire que ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans le système de l'Union européenne, c'est on est resté au milieu du gué. On confie trop de politique à l'Union européenne, il y en a un certain nombre dont elle ne doit plus s'occuper. Elle s'occupe de beaucoup de choses accessoires qui n'est pas de son niveau. Mais l'essentiel, ce qu'on est capable de faire seulement tous ensemble, c'est pas à elle qu'on le confie. Et donc, il faut réellement rééquilibrer l'Europe, faire en sorte que les enjeux majeurs qui nécessitent du poids face aux États-Unis, face à l'Inde, face à la Chine. Donc il n'y aura pas d'alliance avec les Républicains pour les Européennes, c'est sûr. Il n'y a aucune alliance possible avec les Républicains. Et avec La République aux En Européennes, Marche. mais pardon, je viens de vous le dire, je l'ai déjà dit il y a longtemps pour d'autres élections. Et donc nous sommes en train de travailler au projet de l'UDI pour porter ce qui est notre vision de l'Europe, une Europe fédérée qui soit capable, sur des tas de sujets, en politique industrielle, en politique commerciale, de s'imposer face au reste du monde, de nous protéger face aux intérêts des C'est envisageable de s'allier avec La République En Marche? ensemble. Mais vous voyez, comment vous regardez les choses? Est-ce qu'il y a une tactique politicienne? Moi, je regarde d'abord quels sont les projets. Non, un rapprochement d'idées. Pardon, je regarde d'abord quels sont les projets. J'ai dit que la politique du président de la République, ce qu'il affirme sur la scène européenne, le discours de la Sorbonne, d'Athènes, je suis d'accord à 95%, sauf qu'il y a des choses, par exemple, que je trouve manquées. Je vous prends un exemple. Vous me parliez de sécurité. Je souhaite qu'il y ait un FBI et un parquet européen. Parce qu'aujourd'hui, les frontières européennes, contrairement à ce que raconte Madame Le Pen, les frontières à l'intérieur de l'Europe, elles n'arrêtent aucun grand délinquant, elles n'arrêtent aucun terroriste, elles arrêtent juste les policiers et les magistrats. Et on va s'arrêter là. Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir été avec nous ce matin, président de l'UDI. Très bonne journée à vous. Merci.